Tous les intervenants, donc vous pouvez enlever votre masque naturellement. Il faudra le remettre aussitôt l'intervention effectuée. Que sous l'Empire français, il ne reste aucun vestige d'esclavage. Que la mesure de la fortune publique ne se calcule plus sur le nombre des malheureux. Enfin, que l'esclavage soit aboli dans les colonies, que la nation renonce pour toujours à la traite des nègres, et que le roi, suivant le mouvement de son cœur, daigne inviter toutes les nations à abjurer ce monstrueux commerce, par un pacte général que l'humanité réclame. J'appelle maintenant Eitem pour l'article 29 du cahier de doléances au roi. Ensuite viendront, après Abi, qui viendra donner un message à l'abbé Grégoire, un ami des hommes de toutes les couleurs, concernant la traite et de l'esclavage des Noirs. Et ensuite, Enora, qui parlera donc du texte, qui donnera le texte à l'univers entier, le cri de l'innocence et du désespoir de Louis Delgrès, un Guadeloupéen. Les habitants et communautés de Champanet ne peuvent penser aux maux que souffrent les nègres des colonies, sans avoir le cœur pénétré de la plus vive douleur, en se représentant leurs semblables, unis encore à eux par le double lien de la religion. Être traités plus durement que ne le sont les bêtes de somme, ils ne peuvent se persuader qu'on puisse faire usage des productions des dites colonies. Si l'on faisait réflexion qu'elles ont été arrosées du sang de leurs semblables, ils craignent avec raison que les générations futures, plus éclairées et plus philosophiques, n'accusent les Français de ce siècle d'avoir été anthropophages. Ce qui contraste avec le nom de Français et encore plus celui de chrétien. C'est pourquoi leur religion leur dicte de supplier très humblement Sa Majesté de concerter les moyens pour, de ses esclaves, faire des sujets utiles au royaume et à la patrie. Merci. J'appelle maintenant, donc c'était Eitem Abi. En 1815, dans un traité avec l'Angleterre qui stipule que pendant 5 ans encore, les Français pourront faire la traite des nègres, c'est-à-dire voler ou acheter des hommes en Afrique, les arracher à leur terre natale, ou tous les objets de leur affection, déportés aux Antilles ou vendus comme des bêtes de somme. Ils arroseront de leur sueur des champs, dont les fruits appartiendront à d'autres, et traîneront une pénible existence, sans autre consolation, à la fin de chaque jour, que d'avoir fait un pas de plus vers le tombeau. Si l'on en croit beaucoup de planteurs, les esclaves travaillant sous le fouet d'un commandeur étaient plus heureux que nos paysans d'Europe. Quoique jamais il n'ait pris envie, même à aucun de ses prolétaires des colonies, nommés petits blancs, d'échanger sa situation avec celle d'un noir. Et en dépit des arguments par lesquels on veut convaincre ces noirs de leur bonheur, ils s'obstinent à ne pas y croire. Notre intérêt, disent les colons, n'est-il pas de ménager nos esclaves? Les charretiers de Paris tiennent précisément le même langage en parlant de leurs chevaux qui, par une mort anticipée, périssent excédés d'inanition, de fatigue et de coups. Quel moyen de raisonner avec des hommes qui, si l'on évoque la religion, la charité, répondent en parlant de cacao, de balles de coton, de balance du commerce? Car vous dites-ils, que deviendra le commerce si l'on supprime la fête? Trouvez-en qui disent, en la continuant, que deviendront la justice et l'humanité? Si les habitants de Haïti avaient des représentants au congrès de Vienne, il faudrait observer sans doute que le droit de la France à les asservir est aussi illusoire que celui qui s'interrogerait de vouloir asservir la France, et qu'un peuple qu'on veut subjuguer rentre dans l'état de nature contre ses agresseurs. Il serait honorable pour le gouvernement français que
qu'il renonça spontanément à la clause qui concerne la traite. Il est douloureux de penser que cette stipulation, la dernière sans doute, de ce genre, souillera nos annales. Avilir les hommes, c'est l'infaillible moyen de les rendre vils. L'esclavage dégrade à la fois les maîtres et les esclaves, il endurcit les cœurs, éteint la moralité et prépare à toutes les catastrophes. Face le ciel ou face les puissances de l'Europe, d'un concert unanime, déclarait que la traite était une piraterie. Ceux qui tenteraient de la faire doivent être saisis, jugés et punis comme forbans. Admettre comme principe fondamental l'émancipation progressive des hommes de toutes couleurs. Proscrire à jamais un commerce qui a fait couler tant de larmes, tant de sang, et dont le souvenir perpétué dans les pages de l'histoire est la honte de l'Europe. J'appelle maintenant Enora, qui va donc dire le texte à l'univers entier, le cri de l'innocence et du désespoir de Louis Delgrès, le 10 mai 1802. Proclamation de Louis Delgrès du 10 mai 1802. À l'univers entier, le dernier cri de l'innocence et du désespoir. C'est dans les plus beaux jours d'un siècle, à jamais célèbre par le triomphe des Lumières et de la philosophie, qu'une classe d'infortunés, qu'on veut anéantir, se voit obligée d'élever sa voix vers la postérité, pour lui faire connaître, lorsqu'elle aura disparu, son innocence et ses malheurs. Victime de quelques individus altérés de sang, qui ont osé tromper le gouvernement français, une foule de citoyens, toujours fidèles à la patrie, se voit enveloppée dans une proscription méditée par l'auteur de tous ces mots. Le général Richepens, dont nous ne connaissons pas l'étendue des pouvoirs, puisqu'il ne s'annonce que comme général d'armée, ne nous a encore fait connaître son arrivée que par une proclamation, dont les expressions sont si bien mesurées que lors même qu'il promet protection, il pourrait nous donner la mort, sans s'écarter des termes dont il se sert. À ce style, nous avons reconnu l'influence du contre-amiral Lacrosse, qui nous a juré une haine éternelle. Oui, nous aimons à croire que le général Richepens, lui aussi, a été trompé par cet homme perfide, qui sait employer également les poignards et la calomnie. Quels sont les coups d'autorité dont on nous menace? Veut-on diriger contre nous les baïonnettes de ces braves militaires, dont nous aimons à calculer le moment de l'arrivée, et qui n'a guère ne les diriger que contre les ennemis de la République? Ah, plutôt si nous en croyons les coups d'autorité, déjà frappés au port de la liberté, le système d'une mort lente dans les cachots continue à être suivi. Eh bien, nous choisissons de mourir plus promptement. Osons le dire, les maximes de la tyrannie la plus atroce sont surpassées aujourd'hui. Nos anciens tyrans permettaient à un maître d'affranchir son esclave. Et tout nous annonce que, dans le siècle de la philosophie, il existe des hommes, malheureusement trop puissants, par leur éloignement de l'autorité dont ils émanent, qui ne veulent voir d'hommes noirs ou tirant leur origine de cette couleur que dans les fers de l'esclavage. Et vous, premier consul de la République, vous, guerrier philosophe de ce qui nous attendions la justice qui nous était due, pourquoi faut-il que nous ayons à déplorer notre éloignement du foyer d'où partent les conceptions sublimes que vous nous avez si fait tant admirer? Ah, sans doute un jour, vous connaîtrez notre innocence, mais il ne sera plus temps. Et des pervers auront déjà profité des calomnies qui sont prodiguées contre nous pour consommer notre ruine. Citoyens de la Guadeloupe, vous, dont la différence de l'épiderme est un titre suffisant pour ne point craindre les vengeances dont on nous menace. À moins qu'on ne veuille de vous faire un crime, de n'avoir pas dirigé vos armes contre nous, vous avez entendu les motifs qui ont excité notre indignation. La résistance à l'oppression est un droit naturel. La divinité même ne peut être offensée que nous défendions notre cause. Elle est celle de la justice et de l'humanité. Nous ne la serons pas par l'ombre même du crime. Oui, nous sommes résolus à nous tenir sur une juste défensive, mais nous ne deviendrons jamais les agresseurs. Pour vous, restez dans vos foyers,
ne craignez rien de notre part. Nous vous jurons solennellement de respecter vos femmes, vos enfants, vos propriétés, et d'employer tous nos moyens à les faire respecter par tous. Et toi, postérité, accorde une larme à nos malheurs et nous mourrons satisfaits. Merci. On peut remercier l'investissement de ces élèves. Alors je rappelle l'école élémentaire à La Fontaine à Issy-les-Moulineaux. Nous avons le collège Blaise Pascal et en particulier le collège Blaise Pascal. Nous travaillons beaucoup avec eux depuis plusieurs années et je tiens à remercier la présence de Camille Béjot, les professeurs au collège, et également l'investissement du principal du collège, donc M. David Limol. Et la dernière intervention, c'est Enora qui est je vais peut-être dire une bêtise. Non mais c'était collège ou lycée, oui alors voilà. Lycée Fustage de Coulanges. Heureusement j'ai quelques souffleurs dans l'assistance, parmi l'assistance et c'est très bien. Voilà, revenons à ce qui nous intéresse. Je tiens d'abord à remercier la présence donc de conseillers régionaux qui sont ici présents, de conseillers départementaux qui sont présents, de maires, de députés, députés et en même temps monsieur le sous-préfet, plus des historiens, des comédiens, des écrivains et un certain nombre de personnes. Oui, Sophie Élyséon, mais elle sera citée après. Enfin, mais bon, vaut mieux dire les choses en leur temps. Je suis désolé, donc je peux dire que c'est notre déléguée interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la lutte LGBT d'ILCRA. Voilà. Bien, alors je vais appeler en premier lieu Joseph Montescrotte, le président du CIFORDEL. Monsieur le maire, Excellence Monsieur l'ambassadeur d'Haïti, Madame Sophie Élyséon, déléguée interministérielle à la lutte contre le racisme, la xénophobie et la lutte anti-LGBT, Madame Dominique Daffin, directrice de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, représentant Jean-Marc Ayrault, ancien Premier ministre et président de la Fondation, Madame la députée, Madame la conseillère régionale, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur l'Office Réjoui, président de l'association Arche, Monsieur Jacques Martial, maire adjoint de la mairie de Paris, ancien président du Mémorial Acte en Guadeloupe, Mesdames les présidents d'association, chers amis, chers enfants. Je suis particulièrement heureux d'être cette année sur cette place Victor Schœlcher pour rendre un hommage aux combattants de la liberté. Oui, hommage à Toussaint Louverture, le père de l'indépendance d'Haïti, vainqueur des troupes napoléoniennes, on le sait, emprisonné au Fort de Joux et mort le 7 avril 1803. Toussaint Louverture, dont le génie fait qu'il anticipa la déclaration des droits de l'homme en déclarant qu'il n'y avait pas de race paria, pas de pays marginal, pas de peuple d'exception. Mais hommage aussi à Victor Schœlcher, le père du décret d'abolition de l'esclavage du 27 avril 1848. C'est lui qui, au plus fort de la lutte contre l'esclavage, à la fin de 1842, écrivit l'un des textes clés du mouvement abolitionniste français. Il marque de façon irréversible l'abandon des projets d'abolition progressive de l'esclavage en réclamant une abolition immédiate.
deux combattants de la liberté rassemblés sur une même place. C'est ce qu'a voulu faire la municipalité de l'époque à laquelle j'appartenais, dirigée par Claude Germain, pour marquer l'importance que nous donnions à l'histoire, à la mémoire, à la liberté et à l'universalisme. L'importance de ce geste politique, historique en 1989, devrait être évidente pour nous tous aujourd'hui, car il nous permet de nous rassembler, nous femmes et hommes de progrès, pour rappeler l'importance du souvenir dans l'unité de la nation. Le souvenir n'est pas seulement un pieux hommage rendu aux morts, mais un ferment toujours à l'œuvre dans les actions des vivants, disait le général de Gaulle. Et un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir, écrivait Aimé Césaire, dont on se croit porte le nom à deux pas d'ici. Je suis heureux d'être là aujourd'hui parce que la municipalité de Massy a décidé de s'inscrire dans le remarquable effort accompli par la Fondation pour la mémoire de l'esclavage en instituant le mois de mai, mois des mémoires, ce qui permettra de se pencher plus longtemps, tous les ans, sur l'histoire qui est tout simplement l'histoire de France. Permettra aussi de débattre et d'ouvrir le dialogue en milieu scolaire à travers des projets éducatifs et de solliciter les municipalités pour qu'elles soient des actrices des hommages rendus aux victimes de l'esclavage et aux abolitionnistes. Massy, ville de mémoire, c'est l'unité de Massy. C'est porter intérêt à toutes les identités culturelles qui composent la ville. C'est le refus de la concurrence des mémoires. C'est l'espoir d'un bel avenir ensemble. Nous nous retrouvons donc tous les derniers samedis du mois de mai pour rappeler les dates du 10 mai et du 23 mai, les deux dates officielles dont le pays s'est doté en votant la loi du 10 juin 1983, modifiée par la loi du 28 février 2017 relative à la commémoration de l'abolition de l'esclavage et en hommage aux victimes de l'esclavage. Deux dates pour ne pas oublier, deux dates pour se rappeler les souffrances des esclaves, rappeler qu'ils se sont battus pour leur liberté, rappeler que beaucoup de femmes et d'hommes inconnus se sont élevés contre l'oppression d'hommes, contre l'ignominie et ont crié « halte à l'injustice ». C'est le message des habitants de Champagné contenu dans cet article 29 de leur cahier de doléances du roi qui vous a été lu à l'instant par les élèves du collège Blaise Pascal. Les habitants et communautés de Champagné ne peuvent penser aux maux que souffrent les nègres dans les colonies sans avoir le cœur pénétré de la plus vive douleur. C'étaient des mots MOTS pour rappeler les mots MAUX imposés à des êtres humains. Mesdames et messieurs, plus de 13 millions d'Africains ont été mis en esclavage et déportés pour travailler dans les plantations au profit des colons et armateurs occidentaux. Ils étaient considérés comme des biens meubles et ces esclavagistes se sont enrichis du sang de ces esclaves. Mesdames et messieurs, monsieur le maire, en cette année de commémoration du bicentenaire de la mort de Napoléon, comment ne pas, au risque d'offenser certains, dire que la Convention avait aboli l'esclavage en 1794, mais qu'il fut rétabli par Napoléon en 1802. Et l'histoire nous dit que Louis Delgrès préféra se faire sauter avec ses 300 hommes à Matouba, en Guadeloupe, plutôt que de redevenir esclave, en lançant ce fameux cri du désespoir, « Vivre libre ou mourir » que vous venez d'entendre. Mesdames et messieurs, nous devons dire l'histoire dans sa globalité, enseigner l'histoire, ne rien occulter, et nous croyons que l'école et les médias ont un rôle primordial à jouer, comme le monde politique. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, notre présence ici est un cri en faveur de l'humain, ici à Massy, en Essonne, ici en France, partout dans le monde. Car si l'esclavage et la traite, qui furent les premiers crimes contre l'humanité, ont disparu, nous voyons le mal fait par la haine de l'autre, le rejet de l'étranger,
le racisme et la xénophobie. N'est-ce pas opportun d'avoir une pensée pour Samuel Paty, victime de l'intolérance? Massy Ville de mémoire a vocation à mettre l'homme au centre des préoccupations et à reconnaître égales toutes les identités culturelles qui vivent ici à Massy. J'aime Massy parce qu'elle s'est engagée dans cette voie dès 1989 en inaugurant avec le CIFORDOM, en présence de Gaston Monnerville, ancien président du Sénat, cette place Victor Schœlcher et la statue de Toussaint Louverture. Un grand merci à Claude Germont, le maire de l'époque, d'avoir eu ce geste courageux et historique. Son successeur, Vincent Delahaye, aujourd'hui sénateur de l'Essonne, a poursuivi ce que j'appelle une grande œuvre en organisant chaque année avec le CIFORDOM et l'association haïtienne Arche, que je remercie, une cérémonie du souvenir en hommage aux combattants de la liberté. Monsieur le maire, en vous proposant de faire de Massy une ville-mémoire avec un S, et cela ne vous a pas échappé, nous voulons rassembler les mémoires. Il ne doit pas y avoir de concurrence des mémoires. Il n'y a pas de degré dans la souffrance. Un homme est un homme. Nous ne sommes ni dans les couleurs, ni dans les races, mais dans l'égalité des identités multiples qui composent notre pays. C'est pourquoi nous le disons ici, il n'est pas nécessaire d'être noir pour s'offusquer des propos racistes, parfois véhiculés par certains compatriotes et par certains médias, et d'être juif pour condamner les propos de Jean-Marie Le Pen ou du Rassemblement national au sujet de la Shoah. Oui, l'humain d'abord. Beaucoup d'hommes différents et de couleurs différentes ont fait la France. Faisons-les connaître, sans sectarisme. Le pays France leur doit reconnaissance. Je parle de ceux qui viennent de l'Empire français, mais pas seulement, et ont rejoint le général de Gaulle au triste moment de notre histoire. Par exemple, le gouverneur Félix Hébré, guyanais, petit-fils d'esclave, gouverneur au Tchad, qui donna sa légitimité au général de Gaulle. Je pense au général Dumas, haïtien, qui assura la défense de Paris. Le Batchaga Broalem, un chef acquis au service des trois couleurs. Misak Manouchian, un Arménien, le symbole des résistants étrangers, héros national, fusillé par les Allemands le 21 février 1944. Robin Gary, né en Lituanie, 2 fois lauréat du prix Goncourt, compagnon de la Libération, engagé dans les troupes de la France aux côtés du général de Gaulle en 1940, et qui avait coutume de confier aux journalistes « Je n'ai pas une goutte de sang français, mais la France coule dans mes veines ». Et également Joséphine Baker, une étoile américaine au service de la France libre, Marc Chagall, le plus français des peintres russes, et Marie Curie, l'ardeur slave au service de la recherche française. C'est ce qu'a fait Vincent Delahaye en donnant le nom d'Aimé Césaire au jardin d'à côté, le nom de Nelson Mandela à une place dans le quartier Atlantis et le nom de Lounès Matoub à un rond-point à Vilaine. C'est cela, respecter toutes les entités qui font la ville, c'est cela, l'égalité républicaine. Monsieur le maire, Antoine de Saint-Exupéry, le père du Petit Prince, celui qui écrivait « Si tu es différent de moi, loin de me léser, tu m'enrichis », et Édouard Glissant, le père du tout-monde, qui pose la question « Comment s'ouvrir à l'autre sans se fermer à soi-même ?» nous montre le bon chemin. La France est riche de sa diversité culturelle. Mesdames et messieurs, j'arrive au terme de mon propos. Ne croyez pas que nous sommes esclaves de l'esclavage. Non, pas du tout. Comme Frantz Fanon, nous ne sommes pas esclaves de l'esclavage. Nous accomplissons ce devoir de mémoire par respect pour les combattants de la liberté, grâce à qui nous avons la liberté d'être là aujourd'hui pour lutter contre l'oubli. Connaître son histoire pour mieux préparer l'avenir. La France est la mère d'Alexandre Dumas, le père des Trois Mousquetaires, l'auteur le plus lu dans le monde, la mère de Gaston Monnerville, ancien président du Sénat, la mère d'Aimé Césaire, le père de la négritude, de Maryse Condé, prix Nobel alternatif de littérature,
Toutes ces personnalités ne ressemblent en rien à des prêcheurs de haine. Ce sont des adeptes de l'universalisme républicain. Oui, mesdames et messieurs, c'est à nous qu'il appartient de dire quelle société nous voulons laisser à nos enfants, quel modèle républicain fera qu'il n'y aura plus de jeunes tentés par des gestes d'intolérance dans notre France et que tous nos enfants auront envie de chanter la Marseillaise. Je vous remercie. Merci. J'appelle maintenant Jacques Martial. C'est l'ancien président du Mémorial Actes en Guadeloupe. Il est actuellement adjoint au maire de Paris, délégué aux Outre-mer. Monsieur le maire de la ville de Massy, monsieur le sous-préfet, monsieur l'ambassadeur d'Haïti, madame la directrice interministérielle de la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et l'homophobie, chère Sophie Élyséon, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames, monsieur le président du CIFORDOM, cher José Pantoscrope, mesdames et messieurs les représentants des associations, mesdames et messieurs, chers amis, c'est un moment, je crois, important et fédérateur que nous célébrons aujourd'hui et qui nous réunit. Un moment qui clôt le mois des mémoires, le mois de l'histoire. Mémoire et histoire sont deux éléments indissociables, l'un pour se souvenir, l'autre pour apprendre. Je suis ici avec vous sur cette place Victor Schœlcher en face de la statue de Toussaint Louverture. Il y a 3 semaines, la maire de Paris, Anne Hidalgo, inaugurait dans le 20e arrondissement, rue des Cendriers, un jardin auquel elle donnait le nom de jardin Toussaint Louverture. C'est dire l'importance qu'il y a aujourd'hui, autant qu'hier, mais plus qu'hier, puisque hier ou avant-hier, il y avait du silence, l'importance qu'il y a à dire l'histoire, à dire les représentants de l'histoire, d'une histoire douloureuse, d'une histoire glorieuse, de personnes qui se sont battues, qui ont souffert, et qui se sont battus contre la souffrance, mais aussi contre l'iniquité, contre l'injustice, pour des valeurs qui fondent ce que nous sommes aujourd'hui et ce qui nous rassemble aujourd'hui, des valeurs de la République, notre République, des valeurs d'une démocratie. La République française est abolitionniste. La République française affirme, proclame la liberté pour tous et toutes, l'égalité pour tous et toutes, et la fraternité indispensable au vivre ensemble de tous et de toutes. Au fond, c'est pour ces valeurs que nous sommes là, c'est pour la défense de ces valeurs qui aujourd'hui sont menacées que notre rencontre, que notre réunion ici, que ce rassemblement est nécessaire, est indispensable. Cette histoire, cette mémoire, il convient, oui, de la célébrer, il convient, oui, de l'enseigner, il convient de l'apprendre. Il y a 20 ans, était votée à l'unanimité la loi Taubira, qui déclarait la traite et l'esclavage des crimes contre l'humanité. Cette loi et son autrice souhaitaient que cette histoire soit mieux enseignée et mieux connue, afin d'en déconstruire les conséquences négatives qui sont toujours à l'œuvre aujourd'hui dans nos sociétés, la société française, mais également
à travers le monde. Aujourd'hui, nous vivons une époque où nous constatons l'émergence de nouvelles formes d'incivilité, de nouvelles formes de racisme, où, sous couvert d'avoir une parole dite décomplexée, ou libérée, libérée de quoi? Je pose la question. D'avoir une parole libérée, on entend des discours et des propos au relent clairement racistes, au relent qui proclame le rejet de l'autre, au relent qui invite à la haine de l'autre, ou risque d'inviter à la haine de l'autre. C'est un moment fragile que nous vivons, un moment qui appelle de notre part la plus grande fermeté. Des propos qui, par leur violence et par ce qu'ils ont de rejet de l'autre, appellent au repli communautariste, ce qui est le contraire des valeurs de notre République. Notre République œuvre, et nous devons œuvrer avec elle, à ce qui s'appelle le vivre ensemble. Ce n'est pas une formule, ce n'est pas un mot, ce n'est pas une manière de parler. Le vivre ensemble, au sens onusien du terme, au sens de l'UNESCO, c'est la paix dans le monde. Savoir vivre avec, auprès, pour notre prochain et nous-mêmes. Que cette dimension de fraternité qui est écrite au fronton de nos mairies, de nos écoles, puisse non seulement avoir sens, mais vivre. Nous sommes à une époque où certains veulent déboulonner des statues, faire disparaître également de l'espace public des noms ou des personnages dont l'action est aujourd'hui condamnable et que nous devons condamner. Nous pensons que l'histoire, toute l'histoire, doit être connue, doit être enseignée. On ne peut pas écrire l'histoire avec une gomme. On ne peut pas effacer des pans de la connaissance, de la conscience qui fondent ce que nous sommes aujourd'hui. Les êtres, les individus que nous sommes aujourd'hui, nous sommes pétris de toutes ces histoires. Et toutes ces histoires doivent être connues pour que nous comprenions non seulement qui nous sommes, mais comment être ensemble et pourquoi nous devons être ensemble. Le mois des mémoires, le mois de l'histoire qui se célèbre ici à Massy est donc un mois extrêmement important pour notre démocratie, pour nos sociétés, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, mais pour nous-mêmes, citoyens d'aujourd'hui, qui vivons et construisons le monde et travaillons pour le monde d'aujourd'hui. Je regarde cette statue de Toussaint Louverture qui me fait face et je me souviens de ce héros qui, comme Louis Delgrès, dont nous avons entendu le texte, Louis Delgrès qui préféra le suicide avec ses soldats au retour à la servitude et à l'esclavage. Toussaint Louverture qui, comme la mulâtresse Solitude en Guadeloupe et d'autres, des femmes, des hommes, se sont levés contre l'injustice, contre l'obscurantisme, contre le retour à la barbarie, qui l'ont payé de leur vie, mais qui nous l'offrent aujourd'hui en héritage et en partage pour nous permettre de nous dresser contre les injustices que d'aucuns voudraient nous faire croire comme étant normales, comme étant inéluctables, comme étant l'avenir. Je pense à ces personnes et je souhaite les honorer, que nous les honorions, que nous nous rappelions en ce mois de mémoire, en ce mois d'histoire, que nous nous rappelions leur œuvre, leur grande œuvre. Leur grande œuvre, c'est notre liberté. Ils sont des héros de notre liberté. Et c'est à ce titre-là qu'il
il convient également de les saluer. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, les officiels, c'est avec une grande émotion donc, que je suis ici. Je voudrais ne pas être plus long et clôturer mon propos par deux citations. Une citation de Toni Morrison. Toni Morrison qui a offert à la ville de Paris un banc qui se trouve juste à côté de ce jardin Toussaint Louverture. Un banc où, dans son esprit, qui doit permettre à des femmes et à des hommes de pouvoir s'asseoir et réfléchir un instant à cette histoire, prendre le temps d'un repos et réfléchir à cette histoire de l'esclavage et à ces peuples qui ont été violentés, discriminés et qui, avec résilience, avec fermeté, avec travail et le travail collectif, construisent aujourd'hui nos sociétés. Elle écrivait, Toni Morrison, « Il n'est jamais trop tard pour honorer les morts ». C'est d'ailleurs ce que nous faisons aujourd'hui. Il n'est jamais trop tard aussi pour applaudir les vivants qui leur font honneur. Alors, pour pouvoir nous applaudir, pour pouvoir nous féliciter, j'aime beaucoup cette expression française, je me félicite, nous nous félicitons, nous nous réjouissons, pour pouvoir nous féliciter, mais également nous applaudir, honorons la mémoire de celles et ceux qui sont morts pour nous permettre d'être les vivants que nous sommes aujourd'hui. Et puis, je voudrais clôturer mon propos avec ces vers d'Aimé Césaire. Ce que je veux, c'est pour la faim, universelle, pour la soif, universelle, la sommée, libre enfin de produire en son intimité close la succulence des fruits. La carte du printemps est toujours à refaire. Mettons-nous au travail. Je vous remercie. J'appelle Madame Dominique Taffin. Elle est directrice de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Elle représente Jean-Marc Ayrault, ancien Premier ministre, président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Mesdames et messieurs, difficile de parler après ces mots d'Aimé Césaire. Monsieur l'ambassadeur, Madame la préfète, déléguée interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, Monsieur le sous-préfet, Monsieur l'adjoint au maire, cher Jacques Martial, de la ville de Paris, Monsieur le maire de Massy, Monsieur le président du CIFORDOM, cher José Pantoscope, Mesdames et Messieurs les élus régionaux, départementaux, municipaux, les représentants des associations, Mesdames et Messieurs les élèves qui nous ont dit ces mots puissants tout à l'heure et leurs enseignants, Mesdames et Messieurs, je suis heureuse d'être avec vous et de représenter Jean-Marc Ayrault aujourd'hui en cette célébration de Massy, ville de mémoire, en ce mois des mémoires où nous célébrons les 20 ans de la loi Taubira. C'est en effet il y a 20 ans que le Parlement, à l'unanimité des deux assemblées, a fait de la France le premier pays à reconnaître l'esclavage et la traite comme des crimes contre l'humanité. Par là, la nation reconnaissait pour la première fois l'horreur d'un système, ce que l'abbé Grégoire, on le rappelait tout à l'heure, appelait la honte de l'Europe, qu'elle avait instituée avant de l'abolir, et posait un acte fort de justice mémorielle. Cette loi du 21 mai 2001 a jeté les bases de la politique mémorielle de la France sur l'esclavage et ses héritages, en instituant officiellement un temps commémoratif national et en créant ce comité pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage qui est devenu la Fondation, et en insistant sur la nécessité de soutenir la recherche et la transmission de cette histoire à l'école. Alors aujourd'hui, célébrer les 20 ans de ce texte, c'est aussi se souvenir de sa préhistoire, du long combat dans les collectivités d'outre-mer et dans l'Hexagone,
de la société civile, des militants, des associations d'ultramarins pour réintégrer cette histoire tragique et douloureuse, mais aussi les luttes pour la liberté et l'égalité, et réintégrer tout cela dans l'histoire commune de la France. Donc c'est un plaisir et un devoir pour moi de saluer particulièrement aujourd'hui le travail mené par le CIFORDOM depuis les années 80 en ce sens, dans son action de lutte contre les discriminations et pour cette égalité que José donc, pour laquelle il a si bien plaidé tout à l'heure. L'outil de la culture, l'outil de l'histoire ont été saisis très tôt, et c'est tout naturellement qu'il s'est aussi saisi de la loi Taubira pour donc amplifier ce mouvement, comme en témoigne par exemple le prix FEDCAN, qui porte le nom maintenant de Marie Scondé, une des présidentes, la première présidente du comité pour la mémoire de l'esclavage. C'est pourquoi aussi la Fondation pour la mémoire de l'esclavage apporte son soutien à ces projets. Car célébrer les 20 ans de ce texte, c'est aussi soutenir et accompagner les initiatives des collectivités pour faire connaître cette histoire. Car comme on l'a vu aussi tout à l'heure, et comme je crois qu'il est important de le répéter, il est plus urgent que jamais de la faire connaître. L'esclavage colonial pratiqué par la France a été aboli il y a 173 ans. C'était il y a très longtemps. Les temps étaient différents, il faut remettre dans le contexte, où l'important c'est le présent et c'est l'avenir. C'est ce qu'on entend parfois quand il est question des commémorations de l'esclavage. Mais ce passé, il est important, on le voit bien quand les mêmes qui disent qu'il ne faut plus parler de l'esclavage qui a été aboli il y a 173 ans, disent qu'il faut célébrer Bonaparte qui est mort il y a 200 ans. Il faut parler des deux, car les deux font partie de notre histoire. Dire notre passé est important aussi, parce qu'il nous aide à comprendre ce que nous sommes. Non pas parce que nous sommes enfermés dans une identité immobile, figée depuis 2000 ans, mais justement pour réaliser le chemin que nous avons parcouru depuis des siècles. La France était une monarchie, elle est devenue république. C'était un pays européen. Elle a maintenant une présence dans le monde entier. La France pratiquait l'esclavage, elle l'a aboli. Et l'histoire de cette abolition nous raconte les combats qu'il a fallu mener pour donner leur plein sens aux principes de liberté, d'égalité et de fraternité. Nous ne pouvons donc pas comprendre ce qui fait la France d'aujourd'hui si nous ne connaissons pas cette histoire. Nous le devons d'abord aux victimes de l'esclavage, à ces 4 millions de personnes déportées d'Afrique, nées dans les colonies françaises d'Amérique et de l'océan Indien et qui ont connu ce régime inhumain. Mais il faut aussi nous souvenir de l'esclavage car ses conséquences néfastes continuent de s'exercer aujourd'hui. Pour tenir, ces sociétés reposaient sur la violence, sur des préjugés raciaux. C'est dans ces sociétés qu'est né donc le racisme anti-noir et ses stéréotypes pour justifier la violence et l'inhumanité de l'ordre esclavagiste et colonial. Nous sommes les héritiers aussi de cela. Quand les discriminations sur les origines continuent de frapper des personnes en France aujourd'hui. Et cette réalité, ce n'est pas un fantasme victimaire. Il s'agit bien du premier motif de discrimination dans l'emploi et le logement aujourd'hui. Cette réalité n'est pas non plus une importation américaine. Les racines du racisme que subissent les personnes noires en France sont dans notre histoire, dans l'histoire de l'esclavage et de la colonisation. Mais aussi les moyens de combattre le racisme et les discriminations sont dans notre histoire. Et ces commémorations sont l'occasion de le rappeler. Car ce que nous commémorons aussi, ce sont les résistances et les combats des esclaves eux-mêmes, des abolitionnistes dans les colonies et en Europe pour l'émancipation, pour l'application réelle des principes de 1789. Quand nous commémorons l'esclavage, nous nous souvenons des révoltes des esclaves, de la révolution de Toussaint Louverture, qui est en face de moi, enfin dont la statue est en face de moi, mais l'esprit est là. Donc de Toussaint Louverture à Saint-Domingue, que d'ailleurs beaucoup de personnes ont dû découvrir cette année à la télévision par l'émission de Stéphane Bern, alors que cette statue existe depuis 1989. Cet exemple nous montre à quel point cette histoire française est encore largement ignorée, voire déniée. C'est pourquoi il faut des livres, des prix littéraires, des films, des chansons, des spectacles pour la faire partager au plus grand nombre. La transmission de la mémoire de l'esclavage, c'est aussi une affaire de proximité, d'éducation de tous les jours. Parce que nous portons tous une partie de cette histoire, c'est partout qu'elle doit être honorée.
Et c'est là le sens du mois des mémoires que la Fondation anime chaque année, à la suite du Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage. Nous voulons que cette mémoire rassemble sur tout le territoire, qu'elle soit une mémoire en actes. Et c'est ce qui est fait là aujourd'hui, par nous tous, pour partager cette mémoire avec la jeunesse et la population. Pour montrer comment ce qui est sorti de cette histoire, c'est de la douleur, c'est de la tragédie, mais c'est aussi la France d'aujourd'hui, dans sa culture irriguée de diversité et dans ce que ses valeurs ont de plus universel. C'est de cela dont nous avons le plus besoin aujourd'hui. Par cette initiative de Massif, Ville de Mémoire, et là aussi je note avec plaisir le pluriel qu'il y a dans cette ambition. Vous ouvrez, Monsieur le maire, je crois, la porte à des actions et à des projets qui contribuent à la connaissance et à une meilleure compréhension de notre histoire, mais vous donnez aussi de nouvelles opportunités, de nouvelles raisons de croire à la République et à ses valeurs qui ne sont pas de vains mots, de liberté, d'égalité, fraternité. Merci. J'appelle l'ambassadeur d'Haïti, Monsieur Pierre-Tony Mélodin. Merci beaucoup. Avant tout, j'aimerais préciser que je ne suis pas l'ambassadeur d'Haïti. Malheureusement, il a eu un empêchement ce matin. Je suis l'un de ses adjoints, donc il m'a chargé de prononcer en son nom ces quelques mots. Monsieur le maire, Madame la déléguée interministérielle, Monsieur le sous-préfet, Madame la députée, Madame la directrice générale de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, Monsieur le président du CIFORCOM, cher José Pentoscope, Mesdames, Messieurs les représentants des associations, Mesdames, Messieurs, chers amis. Je confirme, tout comme l'a dit Madame la directrice générale de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, que c'est plutôt difficile d'intervenir après toutes les personnes qui m'ont précédé, à tel point que j'ai trouvé qu'ils ont su trouver les mots justes, je pense, pour décrire les souffrances. Et quand je dis toutes les personnes, y compris les élèves, toutes les souffrances, et que ce thème de la commémoration de l'esclavage recèle. Donc, si vous permettez, je vais peut-être simplement apporter quelques éléments de notre vécu d'Haïtien par rapport au thème qui est célébré aujourd'hui. Avant tout, c'est pour moi un grand honneur de prendre la parole au nom d'Haïti en cette commémoration en hommage aux victimes et aux abolitions de l'esclavage. Et je mesure naturellement tout le symbole que constitue le fait que cette cérémonie se tienne ici, à la place Victor Schœlcher, en face de la statue de Toussaint Louverture. Et quand on sait que pour vous, Français, pour nous, Haïtiens, comment ces deux noms sont gravés dans la postérité pour leur combat contre l'esclavage et pour l'égalité des êtres humains. L'esclavage a duré, je pense, plus de 4 siècles. Pour nous, Haïtiens, ces 400 d'années ont représenté une longue nuit de mort, c'est-à-dire une longue année de mort, de souffrance, de détresse, d'humiliation d'hommes et de femmes, de femmes et d'enfants dont on avait nié l'humanité. Toujours pour rester dans l'exemple de mon pays, c'est plus de 50 000 personnes par an qui étaient amenées de force d'Afrique dans notre île lorsque la traite avait atteint son pic. C'est donc, comme l'a rappelé ceux qui m'ont précédé, tout un écosystème économique qui prospérait sur la base du travail forcé, mais c'est également tout un système de construction de représentation sociale qui était mise en œuvre pour justifier et perpétuer cette exploitation intensive de l'homme par l'homme. Mais fort heureusement, on l'a rappelé aussi, à côté des esclaves, il y a toujours eu également des hommes et des femmes libres,
ici en métropole, dans d'autres régions d'Europe, qui n'étaient parfois pas personnellement concernés par la question, mais qui quand même trouvaient le courage de lutter contre ce phénomène abject au nom des principes de liberté, d'égalité et de fraternité, et bien souvent contre les préjugés de leur temps. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, la ville de Massy a souhaité lancer cette première édition en prenant l'histoire d'Haïti comme thème des échanges de cette année. Cette histoire, riche comme celle d'autres sociétés, a cependant été marquée d'une façon particulière par près de 3 siècles d'esclavage et surtout par sa lutte victorieuse pour son abolition par une révolution, lutte qui constitue un élément fondamental de notre identité d'Haïtien. Alors, des historiens reviendront au cours des conférences débats qui vont suivre cet après-midi sur les immenses obstacles rencontrés dans cette lutte, mais aussi sur le leadership exceptionnel de figures comme Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines, Alexandre Pétion et Henri Christophe. D'autres intervenants reviendront également sur l'Haïti contemporain, dont certaines difficultés trouvent leurs racines dans les séquelles de ces 3 siècles d'esclavage intensif. Ces intervenants mettront également en avant, je le présume, combien le peuple haïtien a su, malgré les terribles difficultés auxquelles il fait face, développer une résilience dans laquelle je ne doute pas. Il saura puiser l'énergie nécessaire pour briser toutes les chaînes d'aujourd'hui, de toutes sortes, qui nous empêchent de construire une société haïtienne plus généreuse, plus équitable et plus solidaire. Mesdames, Messieurs, la statue de Toussaint Louverture, érigée par la ville en 1989 et qui était, si je ne me trompe, la première statue d'un homme noir en France, est là pour témoigner de l'engagement des Massickois pour entretenir vivante cette période de l'histoire. Dans le contexte de ce matin, cette statue de Toussaint est aussi là pour nous rappeler que les grandes causes demandent de grands sacrifices et que la défense des idéaux de fraternité transcende les origines. Quand il a rejoint l'insurrection, il n'était qu'un homme seul, en parlant de Toussaint Louverture. 10 ans plus tard, il disposait d'une armée solide qu'il avait su discipliner et organiser par son exemplarité lors de ses participations personnelles au combat, et il avait pu contribuer à mettre en œuvre son idéal d'abolition de l'esclavage. Il faut se souvenir pour être, disait un poète, et il est très heureux de constater la place grandissante que prend ce thème de l'esclavage et de son abolition dans les débats contemporains. Oui, le travail de mémoire sur les victimes et les abolitions de l'esclavage a connu un long cheminement, mais qui, heureusement, ne s'est jamais arrêté et qui se poursuit aujourd'hui. Le fait, par exemple, que le rétablissement de l'esclavage par Napoléon en 1802 soit mentionné parmi les passifs de son bilan à l'occasion de la commémoration des 200 ans de sa disparition, traduit, selon moi, les avancées réalisées et nous encourage à poursuivre les efforts et les initiatives dans ce domaine. Il faut que cette part d'histoire soit connue et assumée par les nouvelles générations pour prévenir, comme l'a si bien dit le maire adjoint de la mairie de Paris, certains discours contemporains qui tendent à banaliser, voire qui constituent une véritable régression sur la question. Donc il faut que ces nouvelles générations connaissent bien l'histoire pour qu'ils soient armés pour construire sereinement, dans le respect de leurs identités, la société de demain. Je veux saluer ici l'engagement de plusieurs institutions et associations dédiées à la préservation des mémoires de l'esclavage et de ses abolitions. Je remercie tout particulièrement la ville de Massy et toutes les parties prenantes qui ont contribué à rendre l'événement possible aujourd'hui. Je vous remercie. J'appelle maintenant Nicolas Sanson, le maire de Massy. Madame la préfète, déléguée interministérielle
à la lutte contre toutes les formes de discrimination, on va dire. Madame la députée, monsieur le sous-préfet, Madame et Monsieur les conseillers régionaux, Madame et Monsieur les conseillers départementaux, Messieurs les maires adjoints, Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les élus, mes chers amis, mon cher José, Madame la professeure, je le dis aussi, chers élèves, c'est un grand plaisir d'être là. C'est un grand plaisir d'être là et de vous retrouver. Et justement, en citant la diversité des élus, je veux d'abord parler de ce qui nous réunit, parce qu'on passe notre temps à parler de ce qui nous oppose. Alors, il y a des choses qui nous opposent, et en démocratie, c'est très bien. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui nous réunissent. Et je crois que sur cette question de l'universalisme, pour faire simple, cher Jérôme, cher Rafika, cher Ella, cher Mustapha, cher Stéphanie, pour ne citer que les élus, pardon d'oublier, chers collègues, votre prénom, je crois que nous avons beaucoup plus en commun que de choses qui nous séparent. Et je veux citer le rôle particulier de Massy. Alors il ne s'agit pas de citer et de définir des critères de bonne massitude, je ne sais pas comment on devrait dire. Ce serait paradoxal quand on célèbre l'universalisme de distinguer massicois et autres. Il n'empêche qu'il y a dans notre commune que nous aimons, et je recite et je regarde plusieurs d'entre vous, que nous aimons d'affection et dont l'identité coule dans nos veines, il y a une identité particulière. Il y a une histoire, et elle te doit beaucoup, mon cher José. Il y a une histoire de la lutte pour l'universalisme, je vais garder ce mot, de la lutte contre les discriminations, de la lutte contre le racisme à Massy. Cette histoire, elle s'incarne notamment, évidemment, par la statue de Toussaint Louverture, par, effectivement, sans doute, en tout cas, c'est ce que, Jérôme, tu m'as dit, la première statue d'homme noir en France, et qui fait partie, pour moi, voilà, de l'identité et du patrimoine même, déjà, de Massy. Cette histoire, oui, elle te doit beaucoup, et je veux vraiment le souligner. Alors, dans cette histoire de Massy, et merci, cher José, d'avoir souligné le rôle et de Claude Germont et de Vincent Delahaye dans cette histoire, j'essaierai à ma place de la poursuivre très modestement. Et en disant, parce qu'on dit Massy, c'est inscrit dans les villes des mémoires, et j'en suis fier. Oui, in fine, c'est le maire qui le décide aussi, mais la réalité, on le sait bien, c'est que c'est la société civile qui le décide. C'est des gens comme toi. C'est la force collective de la population massicoise qui fait qu'à un moment, Massy s'inscrit dans les mémoires, même si le rôle des politiques n'est pas négligeable. Alors, je voulais vous dire cette fierté, je veux vous dire aussi une chose, c'est que quand j'étais jeune, et pour certains d'entre nous, nous étions jeunes à peu près ensemble, il y avait une sorte d'évidence qu'on vaincrait le racisme. Je me souviens du touche pas à mon pote. Et on se disait que c'est une victoire qu'on allait gagner. Le premier homme politique pour lequel j'ai travaillé, c'était Bernard Stasi. Bernard Stasi, il a écrit un livre, s'appelait « L'immigration, une chance pour la France ». Alors même si Bernard disait beaucoup qu'il regrettait parfois de ne pas avoir mis un point d'interrogation parce que ça lui a été beaucoup reproché et sans doute que ça lui a coûté sa carrière politique. Il n'empêche qu'on se disait que, allez, globalement, ça allait de soi et qu'il y aurait des choses à vaincre, à dominer, mais que globalement, ça allait de soi. 25 ans après, je suis moins sûr. Et je pense, mes chers amis, qu'on a beaucoup de travail devant nous. Alors ce travail, je crois qu'il s'organise autour de 3 idées simples. D'abord, le travail de mémoire et le travail des mémoires avec un S. Je pense, et je disais, cette spécificité de Massy, l'immense diversité, c'est qui fait sa richesse. On aime Massy parce qu'elle est diverse. On aime Massy parce qu'il y a des communautés ultramarines, il y a une communauté juive importante, il y a des communautés d'origine des pays du Maghreb et de l'ensemble des anciennes colonies françaises. Il y a des... Moi, je suis une particularité, moi, je suis un francilien, c'est-à-dire que je ne me connais, je ne vais pas dire hélas, parce qu'après tout, il n'y a pas de supériorité, je ne me connais aucune goutte de sang étranger et même peu de sang provincial.
Je suis né en Île-de-France, mes 2 parents sont nés en Île-de-France, 3 de mes 4 grands-parents sont en Île-de-France. Je suis une anomalie statistique complète. Bon. Eh bien, je pense que c'est utile que l'on puisse avoir et qu'on soit heureux à Massy d'avoir cette immense diversité d'origine. Alors, je vous disais, nous avons 3 axes de travail entre nous. D'abord, ce travail des mémoires, et ce n'est qu'un début. On s'inscrit effectivement dans cette idée. Pardon, j'ai oublié de vous saluer, Madame la déléguée de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Pardon d'avoir oublié. Mais je pense que ce travail des mémoires, sans les opposer, sans chercher à déboulonner, c'est un travail essentiel qu'on a à mener ensemble et qui doit nous emmener loin et qu'on doit l'approfondir pour essayer de vaincre nos démons. Le deuxième axe, évidemment, c'est l'éducation. C'est l'éducation et merci Madame la professeure, merci aux élèves. On a plusieurs établissements de Massy qui souvent s'impliquent dans ce travail et je crois que c'est une dimension essentielle. Et puis, on a un travail d'action concrète. On se l'est dit, Massy, c'est une ville où les choses ne sont pas toujours faciles. C'est une ville où il y a des choses que certains peuvent qualifier à des endroits de ghetto, j'aime pas les termes qui enferment, mais il y a des endroits de Massy où la mixité sociale n'est plus tout à fait atteinte si on dit les choses comme elles sont. Alors c'est du travail long, c'est du travail en profondeur, c'est du travail à la fois sur l'urbain et sur les gens, c'est du travail sur l'émancipation, mais ce travail-là concret, on doit le faire. Ne nous disons pas non plus qu'il suffira de travailler sur les idées, il faut travailler sur le concret, sur la vie des gens, sur le logement, sur l'insertion professionnelle, sur la prévention, et c'est comme ça, je pense, qu'on arrivera à faire que cet espoir de jeunesse que j'avais, cet espoir que nous avions tous que le racisme ne serait qu'un mauvais souvenir, j'espère qu'on y arrivera. Merci. Ce sera la dernière intervention. Madame Sophie Élyséon, qui est préfète, déléguée interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la lutte anti-LGBT, la DILCRA. Monsieur le maire de Massy, monsieur l'adjoint à la maire de Paris, mesdames et messieurs les maires et élus, monsieur l'ambassadeur de Haïti en France, madame la députée, monsieur le président du CIFORDOM, cher José, madame la directrice de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, monsieur le sous-préfet, chers collègues que je retrouve ici avec plaisir, mesdames et messieurs les enseignants, mesdames, messieurs, chers élèves, chère jeunesse, la loi dite Taubira a 20 ans. Il y a 20 ans, la France reconnaissait l'esclavage et la traite comme crimes contre l'humanité. Fruit de longs combats portés dans l'enceinte des institutions comme dans la rue, la loi tendant à la reconnaissance de l'esclavage et de la traite en tant que crime contre l'humanité prévoit notamment que les programmes scolaires et les programmes de recherche en histoire et en sciences humaines accorderont à la traite négrière et à l'esclavage la place conséquente qu'ils méritent. Pourquoi une telle disposition, si ce n'est pour faire œuvre de mémoire? En ces derniers jours du mois des mémoires, je voudrais vous remercier, monsieur le maire, d'avoir fait de Massy la ville mémoire au pluriel. Je veux également saluer le travail de longue haleine et de qualité conduit par le CIFORDOM, notamment pour entretenir et transmettre la mémoire de la traite et de l'esclavage. La mémoire n'est pas exactement le souvenir. Le souvenir honore les morts, il est bien sûr essentiel. La mémoire, tout aussi essentielle, puise dans le passé pour forger l'avenir. Elle se nourrit du travail des historiennes et des historiens, des chercheuses et des chercheurs en sciences humaines et sociales. Elle est entretenue par l'enseignement, dispensé aux jeunes générations. Elle est transmise par les associations mémorielles. Pour que l'œuvre de mémoire porte ses fruits et que les conditions politiques et socio-économiques qui ont permis l'esclavage et la traite dans le passé
ne conduisent pas à l'avenir à de nouvelles formes d'esclavage, c'est toute cette chaîne de constitution, de préservation et de transmission de la mémoire qu'il convient de soutenir. La Fondation pour la mémoire de l'esclavage, partenaire de la DILCRA, est une actrice essentielle de ce soutien, tant à la recherche qu'à l'enseignement ou au tissu associatif. Le Memorial Act, que j'ai eu le plaisir de visiter il y a quelques années, constitue lui aussi un acteur majeur de cette transmission en ce qu'il permet, en un seul espace, de jeter un pont entre le passé tragique et douloureux et le présent créatif. La délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT+, que j'ai l'honneur de conduire depuis le 8 mars dernier, encourage et soutient l'œuvre de mémoire, notamment à travers son appel à projets locaux relayés par les préfectures. Près de 1000 associations à travers toute la France sont ainsi soutenues par la DILCRA. Mais je dois dire que celles dont l'objet concerne les mémoires de l'esclavage, de la traite et de leurs abolitions sont encore peu nombreuses. Pourtant, enseigner et diffuser l'histoire de France, comme le fait le CIFORDOM que nous soutenons, permet non seulement de rappeler que la France est présente dans les 7 mers depuis des siècles et qu'ensemble, les esclaves, les marrons et les abolitionnistes ont œuvré pour que 1848 advienne, mais encore de lutter contre les stéréotypes racistes et de promouvoir l'approche universaliste de lutte contre le racisme. C'est cette approche qui est la seule compatible avec la République. Au moment où les mouvements se multiplient qui tentent de sectionner la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, de trier au nom de l'antiracisme les individus en fonction de leur couleur de peau, de promouvoir une compétition victimaire, faire œuvre de mémoire est fondamental. Fondamental pour préserver ce qui manque précisément à ceux-là même qui veulent nous séparer. Je veux parler de cette valeur de la République qu'est la fraternité. C'est dans la fraternité, l'histoire l'a démontré, que le peuple français est fort et résilient. Et c'est sans aucun doute la fraternité qui a inspiré, en mars 1789, le vœu des habitants de Champagné, en Haute-Saône, une ville qui compte un peu plus de 3000 habitants aujourd'hui. Vœu qui vous a déjà été adressé, mais je sais la force de la pédagogie, de la répétition, donc je vais reprendre les termes de ce vœu. Les habitants et communautés de Champagné ne peuvent penser aux maux que souffrent les nègres dans les colonies, sans avoir le cœur pénétré de la plus vive douleur. En se représentant leurs semblables, unis encore à eux par le double lien de la religion, être traités plus durement que ne sont les bêtes de somme. Ils ne peuvent se persuader qu'on puisse faire usage des productions des dites colonies si l'on faisait réflexion qu'elles ont été arrosées du sang de leurs semblables. Ils craignent, avec raison, que les générations futures, plus éclairées et plus philosophes, n'accusent les Français de ce siècle d'avoir été anthropophages, ce qui contraste avec le nom de Français, et encore plus celui de chrétien. C'est pourquoi leur religion leur dicte de supplier très humblement Sa Majesté, de concerter les moyens pour, de ces esclaves, faire des sujets utiles au royaume et à la patrie. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie. Nous allons donc maintenant traverser la route, mais avec prudence, et de façon à pouvoir effectuer le dépôt des gerbes, un dépôt traditionnel, mais c'est aussi le premier mois des mémoires, et donc ça sera le premier dépôt de gerbes donc, de cette manifestation qui aura lieu donc tous les ans, le dernier samedi de l'année, du mois de mai, pardon.